En tout cas, ça fait plaisir. Et je crois que c'est mon premier talk. J'en ai fait beaucoup en ligne, finalement très peu en présentiel. Donc, merci d'être là. Désolée, j'essaie de récupérer mes slides. Mais bon, parfait. J'ai eu envie, je me suis dit, comme il y aura sûrement des designers, des PM, etc., pas mal de gens du produit, j'ai envie en fait, de vous parler de la manière dont on peut donner vie à un produit, avec plein de petits tips. Donc j'en ai écrit, j'en ai posé 11 là. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Et n'hésitez pas à la fin à interagir, à me poser des questions, challenger ce que je dis aussi, parce qu'il y a pas mal de choses. Même chez nous, on apprend encore et ça bouge encore. Donc, c'est pas une matière. Enfin, le produit, en tout cas, je le dis après, mais c'est un élément vivant. Donc, il y a encore des choses sur lesquelles on doit bouger. Et il y a des choses qui dépendent aussi de contexte dans lesquels on travaille. Donc, n'hésitez pas et je suis prête en tout cas à prendre vos retours. Mais je vais me présenter donc rapidement. Merci, Sarah. Donc, je m'appelle Gladys Diandoki, je suis content designer freelance. Je travaillais pour le service public, pour Renault, Ornicar, Dailymotion, plein d'acteurs différents, en tout cas dans le design. Et ce qui est intéressant, puisque ça permet de voir beaucoup de problématiques. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de partager, en tout cas pas forcément mon expérience, je ne vous partage pas de projet aujourd'hui, mais en tout cas des tips qui peuvent vous aider à transformer vos produits. Une question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui arrive en premier, la poule ou l'œuf? Donc moi j'ai repris ça et j'ai quelques analogies autour des œufs, etc. C'était un peu mon délire. Je vous ai fait des dessins aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est les éléments de design visuel? Sachant que quand je vous parle design, en vrai, pour moi c'est un tout, mais je vous le dis juste après. Donc je vais pas tout dévoiler tout de suite. Mais en vrai, pour moi c'est un faux problème. On est tous en fait au niveau, pour moi, des œufs, mais je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Parce qu'en fait, si on regarde l'équipe produit, on est tous cette boîte avec plein de personnes et de composants. Enfin voilà, vous pouvez avoir des PM. Et j'ai pas mis forcément tout le monde, les devs, le design, les PM, les partenaires, etc. En fait, on va tous être au même endroit, essayer de créer les meilleurs produits possibles. Et donc moi, mon focus aujourd'hui, ça va être le design, parce que ça fait partie des équipes dans lesquelles je suis. Mais en fait, je vous remets tout ça en contexte, parce que souvent, on nous demande, mais vous faites quoi? Vous êtes dans quelle équipe? Vous êtes plutôt côté contenu, donc hors du design. Est-ce que vous êtes dans le design? Donc là, clairement, j'espère que vous avez compris, on est designer, et on est au niveau du design dans les équipes produits. Et ce qui est intéressant, donc là, en tout cas, j'ai essayé de poser la composition de notre équipe design. Vous allez avoir... Alors, j'ai mis designer d'interaction. On peut les appeler autrement. J'aurais pu mettre designer visuel, c'est juste pour scinder un peu où chacun interagit. Mais il n'y a pas de gros mots là. Mais donc, nous, on va être content designer. On va avoir les personnes qui vont travailler plus l'interaction. Et évidemment, la recherche, parce que ça change tout dans ce qu'on construit. Voilà. Et donc, mon focus va être sur ça. Et donc, ce que j'ai posé aujourd'hui, j'ai posé 11 façons de donner vie à votre produit, des bonnes pratiques, des fois des erreurs à éviter. Et j'espère que ça va vous intéresser autant que ça m'a intéressé. Donc, la question que je vous pose là, c'est si vous aviez toutes les couleurs et tailles de boutons dans votre site, peut-être que ça existe encore, je ne vois pas trop souvent ça. En fait, ce qui arrive souvent côté contenu, quand on regarde les expériences, quand je les audite, quand je travaille avec des acteurs, c'est exactement ce qui se passe sur le contenu. C'est-à-dire que là où vous ne mettriez pas des tailles de boutons différentes, de la texture, des ronds, éventuellement peut-être un jour des étoiles, ça vous le feriez jamais. Alors pourquoi vous le faites dans vos produits avec le contenu? Et donc, un peu la base pour nous, ça va être en fait d'arrêter de penser le contenu comme un élément, puisque tout le monde écrit certes, mais tout le monde n'écrit pas forcément pareil. Et en fait, on a des techniques rédactionnelles qu'on va utiliser en fait. Donc, l'idée, c'est de penser le contenu de façon stratégique et systémique, et de ne pas voir le contenu comme, voilà, j'ai un designer, il va écrire sa version, puis quelqu'un d'autre va écrire une autre version, puis quelqu'un d'autre va écrire une autre version. C'est ce qui se passe, en gros, dans tout ce que j'ai pu voir. Après, il y a certainement des équipes qui ont essayé de structurer un peu les choses, et toutes les équipes qui ont des content designers, des UX writers,
de manière générale, on va commencer à créer un glossaire, on va commencer à structurer les choses, on va commencer à faire de la recherche sur des éléments de contenu, mais sur des éléments d'interaction aussi. Mais on parlera un tout petit peu recherche aujourd'hui. Et donc, je vous ai donné un bon exemple. Je commence par les bonnes choses. J'ai pris Polaris, donc, de Shopify, et que vous connaissez sûrement, et vous allez voir qu'il y a une partie contenu. Parce qu'en fait, on va parler... En fait, la différence aujourd'hui, c'est qu'on parle de normalement moins design system et plus content design system. Là, on est sur un vrai content design system. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, oui, vous avez une section contenu et c'est important. Donc là, j'ai mis juste la capture parce qu'en fait, on va avoir plein d'éléments qui sont 100% éditoriaux. Donc là, ils ont mis qu'est-ce que le langage actionnable, quelles sont les alternatives textuelles. Il n'y a plus, mais avant, il y avait aussi une section sur la localisation, sur énormément d'éléments qui sont 100% contenus. Et souvent, moi, la problématique que je vois beaucoup, en tout cas aujourd'hui en France, c'est qu'on va nous dire oui, on va vous mettre une section contenu dans le design system, et puis ça s'arrête là. En fait, quand ça s'arrête là, en général, il y a un problème, puisqu'en fait, le contenu, vous le voyez dans toutes les interactions, sur tous les composants, etc. Et on peut poser des logiques contenues. Moi, il y a des éléments où on va poser des logiques qui doivent revenir des patterns. Donc, ce que je vous montre là, c'est qu'en fait, si vous regardez Polaris, donc vous pouvez l'analyser si vous voulez, vous avez tous les patterns et les composants. Et en fait, quand on regarde de plus près, là j'ai pris un exemple, les empty state. J'ai pris que les parties qui concernent le contenu, mais enfin pas que le contenu d'ailleurs, mais dans les empty state, on va vous parler de ce que c'est. On va vous mettre les vrais écrans et pas des écrans sans contexte. C'est les écrans du produit. On va vous poser les bonnes pratiques, vous donner quelques règles, vous dire qu'on doit parler bénéfices utilisateurs, etc., etc. Désolée, si je vous perds, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas, que je réadapte ou que j'arrête de parler trop vite. Mais voilà. Et en fait, là, je vous ai pris juste les règles qui sont dédiées au contenu, parce que sur la même page, il y en a pour les devs, il y en a sur la taille des boutons, ou la taille des formulaires, etc. Et ça... En tout cas, là, c'est un vrai content design system, ce que font Google, ce que font tous les acteurs qui sont un tout petit peu avancés sur nos métiers. C'est normal, ils ont 10 ans d'avance, donc c'est pas étonnant. Mais voilà, en tout cas, une très bonne pratique. Et donc, pareil, section dédiée au contenu, les guidelines, etc. Donc, je reviens juste sur ça. C'est juste pour vous dire que si je regarde un composant, et ben en fait, je me rappelle avoir travaillé pour un acteur où en gros il y avait une mécanique avec des questions et des réponses et on se retrouvait toujours avec la même réponse. Ou, en fait, je me rappelle sur les résultats, j'avais proposé différents niveaux, différents paliers, un peu comme on ferait en gamification. Et j'avais dit voilà, si la personne est sur 10, elle est de 1 à 10. Si la personne est entre 1 et 5, peut-être qu'à ce moment-là, je vais lui faire un texte un peu encourageant en lui proposant du support, de l'aide. Voilà. Si la personne a tel résultat, je peux lui proposer tel autre palier dans l'expérience. Et en fait, on a commencé à grader les choses, à poser la logique du composant d'un point de vue contenu donc. Et en fait, en posant cette logique, ça a permis de changer le produit. Et ensuite, au lieu d'avoir toujours le même texte ou de parler en termes de fautes, vous avez 0 faute sur 20 ou 10 fautes sur 20, ce qui est un peu, en plus, pas très user-centric en vrai. Voilà, ça, c'est des choses qu'on va aller documenter dans notre content design system, avec notre lexique, avec tous les éléments en fait, qui vont commencer à structurer le contenu. Et en fait, ça arrête aussi certaines discussions qui sont « Ah, j'aime bien le mot que tu as mis là, mais en fait, je m'en fiche un peu. » Que vous aimiez ou pas, c'est est-ce qu'on a fait de la recherche, est-ce qu'il y a une logique, quelles sont les règles en fait, qu'on a posées, puisqu'on a des composants qu'on retrouve tout le temps. En fait, normalement, la même logique doit revenir comme on le ferait, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur un bouton. Voilà, quelles sont les logiques, etc. On ne va pas la changer à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau parcours. Donc ça, c'était mon point 1. Il y a un deuxième point, en tout cas qui est important pour moi, et en fait on va le voir sur différents aspects aujourd'hui, c'est se rappeler que le produit est un élément vivant. Et en fait, quand j'ai pris, il y aura d'autres points là-dessus, mais en fait j'ai pris le schéma de design émotionnel parce qu'il est intéressant. Et souvent, comme on nous réduit souvent aux mots et des fois à des bons mots ou à des petites blagues ou à des trucs comme ça, ce que je veux juste vous montrer, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on fait avant d'aller faire des trucs cool. Il y a déjà toutes les choses qui sont peut-être moins cool, mais
très importante et très structurante pour le produit. C'est-à-dire que oui, alors là, je me suis limitée à des choses, mais il y a la hiérarchie de l'information que j'ai pas mise, sur lesquelles clairement on intervient. Comment je raconte, comment on construit le flow, est-ce que c'est logique d'un point de vue, sur l'histoire qu'on raconte, etc. Mais il y a aussi donc, le langage clair. Est-ce que mes instructions sont claires? Est-ce qu'elles sont structurées toujours de la même manière, etc. L'accessibilité, l'inclusion. J'ai mis la tonalité là. Je l'explique un tout petit peu et on pourra revenir dessus si vous voulez. Mais voilà. Et au-dessus, il y a des fois, il m'arrivait de dire oui, on veut tous. Franchement, c'est cool d'aller travailler une voix, une personnalité pour son produit. Des fois, il faut produire vite et on n'a pas le temps encore de le développer, ou c'est complexe avec la brand, ou il n'y a pas de brand, où on fait une voix spécifiquement pour le produit, il faut définir la strat, etc. Des fois, on peut ne pas avoir de personnalité tout de suite, mais déjà s'assurer qu'en termes de lisibilité, on soit bien, qu'en termes de compréhension, on soit bien. Enfin, il y a énormément de critères qu'on peut voir, même avant de faire ça. Après, quand on a ça, on commence à être vraiment dans des choses beaucoup plus agréables, assez cool pour le produit, j'avoue. Mais quand on me parle souvent dans les fiches de poste qu'on voit, on va nous dire vous êtes UX writer ou content designer et vous allez faire les voice and tone. En vrai, je vous promets que c'est pas ce que je fais en premier tout le temps. Je le fais, mais c'est pas forcément. Enfin, des fois, c'est pas prioritaire tout de suite. Alors là, je rentre un tout petit peu dans le dur. Mon point 3, c'est définir le type de relation que vous souhaitez créer avec vos usagers. Et en fait, quand pour mon livre, j'ai demandé à Jeanne Duplessis, qui était une de mes étudiantes au Gobelin. Aujourd'hui, elle fait aussi des illustrations, elle est designer. Mais je lui avais dit, est-ce que tu peux... Enfin, j'avais un peu ce schéma en tête et je voulais que quelqu'un me le fasse. En tout cas, je ne me sentais pas capable de le faire. Et donc, je vais juste vous montrer qu'en fait, en fonction du produit que vous avez, vous pouvez décider de créer un type de relation ou un autre. Donc, des fois, des marques vont me dire non, mais moi, la relation, c'est vendeur-acheteur. Pourquoi pas? Et c'est pas un problème en soi. Mais on peut aller de la relation avec le plus d'affect à la relation la plus neutre. Souvent, ce qu'on voit, ça va être plus une posture un peu de guide. Mais si vous avez un produit pour ado, ou si vous avez un produit pour une cible bien spécifique, vous pouvez aussi vous dire je vais pousser le curseur d'un côté ou de l'autre, et en fait on va commencer à établir ce type de relation au lieu d'être dans quelque chose de purement commercial qui n'est pas forcément très chaleureux, mais ça peut être une approche, c'est pas voilà. Mais en fait ça fait partie des choses en fait qui vont permettre de guider, qui vont permettre de nous guider nous dans la manière dont on va créer cette relation dans le produit, aider les utilisateurs ou pas, voilà. Et moi je fais un peu de chatbot et d'assistant vocal, pas assez à mon goût, mais j'en fais un peu. Là, on le voit encore plus quand on travaille sur ce type d'interface. L'autre jour, c'était un proto d'assistant vocal, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version, c'était le psychologue, donc assez neutre, je vous écoute, je ne juge pas, etc. Et j'ai fait une version, c'était la bonne copine avec du meuf. Voilà, on s'amuse à écrire des dialogues. Mais au moins, c'était le jeu puisqu'on devait tester. Et l'idée, c'était vraiment qu'il y ait une vraie différence et qu'on puisse la noter. Dans les tests, c'était intéressant parce qu'il y avait un peu tous les profils. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faudrait peut-être aller au milieu. Mais l'idée, c'était que ce ne soit pas neutre pour qu'on puisse vraiment sentir une différence et qu'on puisse commencer à prendre des décisions clair, quoi. Donc, voilà. Mais en vrai, ça dépend aussi de la cible. Et si vous êtes sur une cible plus jeune, je pense qu'une des voix marcherait mieux. Et sur une cible un tout petit peu plus âgée, l'autre aussi. Mais voilà, tout ça est encore discuté et discutable. Alors, vous allez donner de la voix à votre produit. Ça, c'est ce dont on nous parle tout le temps. Et alors, souvent, j'entends tone of voice. Nous, en fait, la voix et le ton, ce sont deux outils différents. En tout cas, je ne parle pas pour la brand. Peut-être que voilà, ils vont peut-être plutôt utiliser ce terme. Nous, en fait, la voix, ça va être la personnalité de votre produit. Le ton, en fait, va dépendre des utilisateurs, de leur contexte, de ce qui se passe dans le produit. Et en fait, on va adapter notre ton. Donc, l'exemple que je donne parfois, c'est si vous parlez à votre patron, vous aurez la même voix, votre personnalité ne va pas changer, mais par contre, vous allez adapter votre ton. Si vous parlez à votre nièce, évidemment, vous allez avoir un ton un petit peu plus friendly. Alors là, on parle de personnes, donc ça se joue comme ça, mais nous, dans le produit, ça va être en fonction du contexte. Si je dis à quelqu'un, je ne peux pas vous assurer, je suis navré, si je commence à mettre du oups et de la personnalité, etc., en vrai, c'est too much. Donc il y a des moments, je ne l'ai pas mis là, mais vous pouvez regarder dans le design system de Adobe, il y a un spectre
en fait, qui vient de Facebook, parce qu'en fait, la personne d'Adobe était chez Facebook avant. Mais donc, c'est un peu simplifié, mais c'est la même structure. Et vous allez avoir, en fait, un spectre. Et vous allez voir exactement, quand on est dans des moments un peu sensibles, parce qu'on a perdu, ou je sais pas, le logiciel a craché, on va parler de telle manière, on n'aura pas trop de personnalité, on va être plutôt neutre, on va être plutôt dans un peu l'idée du care, on va dire ça comme ça. Par contre, quand la personne a finalisé son projet, etc., ou a réalisé tel type d'action, bah là, on va se permettre d'avoir un peu de personnalité, en tout cas beaucoup plus, on va monter le volume. Donc voilà, c'est un jeu comme ça, je vous le fais de manière très grossière, mais voilà. Là, j'ai pris un exemple de Freitag, parce que je trouvais que c'était intéressant sur les cookies quand même. Et je vous ai mis 2 exemples cookies. Donc les cookies Freitag sont petits et digestes. C'est pourquoi nous notons en grand cette remarque. Nous avons besoin d'eux pour assurer que notre relation soit aussi agréable que possible. Et pour les statistiques, blablabla. Alors, on tutoie ici, pourquoi pas. Après, il faut voir si c'est cohérent par rapport à tout le site, si on tutoie que sur les cookies ou si on tutoie ou pas. Après, en vrai, c'est assez long, même avec de la personnalité. Je suis pas sûre que ce soit un très bon exemple en vrai, mais c'est assez intéressant quand même de voir qu'on peut tutoyer son utilisateur. Enfin, ça dépend à qui vous parlez. Là, je vous ai mis un autre exemple donc de chez Starbucks. Et c'est intéressant parce que ce site utilise les cookies, mais pas pas celles qu'on mange. Et donc, le texte pourrait être certainement encore un peu plus court, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'une fois que vous avez validé ou pas vos cookies, en fait, on vous dit est-ce que ça vous intéresse, un vrai cookie? Voilà. Donc, c'est une manière assez intéressante aussi de créer l'interaction, de continuer à discuter, d'utiliser aussi vos produits. Voilà, rien n'est problématique. Le tout, c'est de vraiment construire l'expérience et de voir après si ça marche ou pas et si c'est bien reçu. Je vous ai mis, je l'ai pris hier soir celle-là, un exemple de Alan, parce qu'en fait je me suis dit bon c'est cool de vous montrer soit les cookies, soit des trucs un petit peu sympas, mais bon c'est pas le cas le plus complexe, il reste assez neutre là chez Alan. Mais il y a des situations, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps parce que j'ai perdu ma mère il y a quelques mois, et donc j'ai eu plein d'interactions avec des assurances, plein de services, funèbres ou ce que vous voulez, et c'était assez intéressant de regarder malgré tout, désolée j'utilise mon cas verso, mais de regarder en fait comment on vous parle quand vous êtes dans des situations comme ça, et Alan doit avoir le problème, et plein d'acteurs doivent avoir le problème de gérer des maladies graves ou la mort ou des choses comme ça, des éléments ou des moments de la vie tels que ceux-là. C'est intéressant de regarder comment ils vont adapter leur discours, les erreurs qu'on peut éviter. Moi, j'en ai eu, je ne l'ai pas mis là, mais c'est un problème avec... j'ai mis mise en bière, c'était sur le calendrier de Google, et en fait, j'avais des shops de bière. Bon, bref, c'est un problème de design inclusif plus, mais bon, bref, ça fait partie des choses qu'on peut avoir, et c'est intéressant, mais surtout très important pour les gens qui vivent ce type de moment, de s'assurer qu'on leur parle avec le bon ton, qu'on ne va pas mettre de la personnalité parce que clairement c'est pas approprié. En fait, qu'on comprenne ce qui se passe à ce moment-là dans la vie des gens qui utilisent nos produits, si c'est le type de produit que vous avez, et en tout cas qu'on s'assure de leur parler d'une manière beaucoup plus humaine, voilà, et cohérente. Allez, je suis revenue avec mes petits oiseaux et mes petits œufs. Ce que je vous ai mis, mon point 6, c'était s'assurer qu'on anticipe tous les scénarios. Moi, ce que je vois souvent, en fait, et ça par contre, ce que je vois souvent quand j'arrive dans les équipes de produits ou quand je travaille avec d'autres designers, etc., c'est des gens qui vont travailler uniquement ce qu'on appelle le happy path. Le parcours, quand tout va bien, il n'y a pas de problème, etc. Là, je vous ai parlé de la mort et de la bière, par exemple, qui était complètement inappropriée, mais c'est précisément parce que peut-être ils n'ont pas, je dis peut-être parce que je ne suis pas chez eux, mais ils n'ont peut-être pas anticipé qu'est-ce qui peut se passer dans d'autres cas. C'est quoi les autres scénarios possibles pour ce parcours. J'ai pas mis de schéma là, mais si ça vous intéresse, il y a des livres hyper intéressants sur la vie, la mort, plein de choses comme ça. Désolée, je suis dans le cas extrême là, mais voilà. En tout cas, ce qu'on voit souvent, ce que je vois souvent, c'est des gens qui vont faire le parcours parfait. Des fois, ce sont les PM, les PO qui vont faire les messages d'erreur. En vrai, c'est problématique. Et je peux vous dire pourquoi. Hein. Je me rappelle avoir vu, souvent, en tout cas moi, ce que j'ai vu, et ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent, ce que j'ai vu, c'est des messages génériques qui se retrouvaient dans l'expérience. Et
comme c'était assez dur pour moi, des fois, de changer dans certaines structures, de changer un peu, de récupérer les messages d'erreur, de commencer à dire oui, mais ok, qu'est-ce qui peut se passer? Et où est-ce que je peux envoyer la personne? Est-ce que c'est le SAV? Est-ce que c'est tel, est-ce qu'il y a une aide que je peux mettre dans mon message? Comment je fais pour que la personne sorte très vite du problème? D'ailleurs, je vous mets tout de suite. En fait, c'est en design conversationnel, donc chatbot, on appelle ça les repair paths. Et j'aime bien le terme, donc je l'ai gardé. Mais donc, en fait, c'est tous les éléments qui vont permettre de réparer le parcours, mais ou d'éviter du stress. C'est s'assurer, idéalement en amont, qu'on a pris en compte tout. En fait, enfin, qu'on a pris en compte un maximum de scénarios. Et il y en a plein en fait qu'on peut régler sans aller rajouter des éléments de parcours. Il y en a plein qu'on peut anticiper si vous les avez vous anticipés en amont. Et d'ailleurs, je vous invite à plutôt mettre un peu tout le monde autour de la table, parce que les devs, par exemple, vont penser à des éléments plus techniques. Et en fait, il y a peut-être des éléments qu'on peut soit mettre dans le parcours, soit devancer, etc. En fait, je pense que tout le monde a quelque chose à apporter. Donc, si vous pouvez vous mettre autour de la table, quand vous commencez à poser vos use cases, vous assurez que vous avez les mauvaises utilisations possibles, ce qui peut stresser l'utilisateur, les situations que les personnes peuvent rencontrer, éventuellement aller faire de la recherche dessus. Et ben en fait, vous ne créerez pas les mêmes expériences. Mais déjà, si vous prenez en compte à minima vos messages d'erreur, les messages d'erreur sont construits, pensés quand on fait le parcours, on fait la partie clean, idéale, etc. Très bien. Et après, on commence à travailler tous les messages d'erreur. C'est ce que nous, on fait, parce que c'est notre travail de penser scénario. Ça va tout changer. Alors, oui, là, j'ai mis juste deux exemples, mais que je trouve importants parce que je vois souvent l'erreur, notamment dans des équipes où il n'y a pas de content designer, mais des fois même dans les équipes où il y a des content designers. L'usager doit être le centre de l'expérience. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi, faire une expérience centrée utilisateur, quand on est la personne qui va, en tout cas, structurer la narration, l'histoire, etc. Alors, je vous ai mis deux exemples. J'aurais pu les cacher et tout, animer. Mais partons du principe que, voilà, l'exemple 1, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le planning de vos enseignants, c'est ici. C'est qui le héros de l'histoire, si on reste dans des éléments narratifs. Là, en fait, c'est vos enseignants, c'est le planning, c'est pas la personne. Je ne sais pas si vous voyez la nuance dans ce que je dis. Planifiez vos prochains cours, ça dit la même chose, j'ai fait plus concis. Mais là, clairement, en fait, le héros de l'histoire, de votre histoire, en tout cas de l'histoire, parce que c'est même pas votre histoire, en vrai, c'est celle des personnes qui utilisent votre service. Et ben c'est la personne qui utilise le service. Et en fait, peut-être, moi c'est l'image que j'ai pris pour moi aussi dès le début, mais c'est de vous dire, comme dans le jeu vidéo, quand on est dans un jeu vidéo, oui, c'est un jeu vidéo et le système a été fait par des gens qui voulaient, on voulait raconter telle histoire, etc. Mais le héros ou l'héroïne de l'histoire, c'est l'utilisateur. Mais en fait, c'est ce que la personne doit sentir quand elle est chez vous. En vrai, elle ne va pas le sentir si vous l'avez fait, mais en fait, vous devez la faire se sentir reine ou roi de l'expérience qui est en train de se passer. Donc, la manière dont on va rédiger, dans la manière dont on va engager les gens dans le parcours, et ben, ça change clairement tout. Donc là, c'était juste un titre d'email, mais en fait, des emails tous les éléments en fait. Quand on est en onboarding, moi je vais pas dire ce que la marque veut que je dise ou que le marketing veut que je dise. Je vais le tourner de manière à ce que la personne comprenne quel est le bénéfice pour elle, au lieu que je dise on a tant de gigabytes si je suis dans... Enfin bref, on s'en fiche. C'est qu'est-ce que ça va changer dans ta vie. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a en fait, c'est ce que fait Apple depuis des années. Moi qui je venais des relations presse. Quand j'ai appelé la presse, on parlait gigabytes pour ceux qui veulent parler gigabytes, mais quand j'ai appelé la presse grand public, je leur parlais que bénéfices. Je leur parlais pas technique. Parce qu'en vrai, ça ne les intéressait pas. Ceux qui parlaient technique, c'était la presse techno, pure et dure, qui s'intéresse à toutes les specs, parce que ça va intéresser un certain type de personnes, et souvent des geeks, parce que la majorité des gens s'en fichent royalement de tous les détails techniques, mais si ça intéresse les gens, il y a des endroits pour ça. Nous, on parle à un maximum de personnes, donc ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les personnes comprennent très clairement et assez rapidement
ce qu'elles ont à gagner à utiliser nos produits ou à réaliser l'action qu'on veut qu'elles réalisent. Je vous ai donné un autre mauvais exemple. Notre app vous plaît ? Autorisez les notifications pour recevoir nos dernières vidéos. Déjà, on parle de nous, c'est nôtre, c'est absolument pas vous. Voilà un mauvais exemple. Clairement, on ne montre aucun bénéfice. Je vous donne juste le bénéfice pour moi et encore, je vous dis pas tout. Voilà. On en voit beaucoup des comme ça, mais clairement, on peut sûrement mieux faire. Clairement, on peut mieux faire. Mon point 8, je regarde le temps, ça va? Ok. Inclure l'ensemble de ces usagers. J'en parle beaucoup. J'ai donné 2 exemples où vous avez vu, en plus, j'ai réussi à faire plus concis, mais nos enseignantes, avec du point médian, à Paris, sont prêts à démarrer vos leçons. Démarrer vos leçons de conduite à Paris. Vous avez vu qu'en fait, on a encore notre sujet de qui est le héros de l'histoire? Est-ce que c'est mon enseignant ou est-ce que c'est la personne qui doit prendre son cours? Mais ce qu'il faut surtout éviter, je vais aller vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est le point médian qui va poser des problèmes d'accessibilité à un certain, des gens. Mais surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est que on essaie en fait, souvent, on va essayer de faire des phrases beaucoup plus neutres, qui vont inclure un maximum de personnes, parce qu'on a, certes, on a un problème d'accessibilité sur le point médian, mais en fait, là, on est aussi inclusif ou inclusive, tout en ayant transformé la phrase et en l'ayant même rendue plus concise. Donc, l'inclusion, clairement, c'est pas qu'une question de points, c'est aussi comment on va retravailler. Donc oui, ça demande un tout petit peu de temps, mais en fait, ça demande une petite mécanique et en vrai... Aujourd'hui, moi, c'est devenu automatique. Je sais ce que je dois faire quand je suis un peu bloquée. Et là, je vous ai donné un deuxième exemple sur les questions d'inclusion. Donc, Mallory You tape son nom, c'est son nom de famille. On lui dit qu'un nom doit avoir au moins 3 caractères. Ça existe en France, hein. Ça existe partout en vrai, ça. Donc elle explique, je ne l'ai pas mis là, mais en fait elle expliquait sur Twitter, on me dit non, c'est pas raciste, non. Elle dit en fait si, parce que si vous posez pas la question de est-ce qu'on prend bien en compte les noms courts, les noms longs, parce qu'il y a ça, il y a aussi les symboles, les tildes, les tirets, il y a plein. Si vous posez pas ces questions, en vrai, vous vous retrouvez avec des gens qui ont ces problèmes-là. Une de mes collègues qui s'appelle Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, c'est même pas étranger, désolée. Mais juste le tiret au milieu, en fait, on lui dit aussi que ça marche pas. Des fois, c'est des adresses. Et des fois, voilà. Donc, c'est hyper important. Mais ce qui est important quand on parle d'inclusion, dont je parle beaucoup, c'est un gros sujet dont, en tout cas, je parle beaucoup, mais sur lequel je travaille aussi beaucoup. C'est que ce qui est important, c'est, oui, vous allez dire, c'était pas intentionnel, etc. Moi, ce que je dis, c'est l'intention. Là, on parle de nous. Ce qui est important, c'est l'impact. C'est la manière dont les gens vont recevoir ce qu'on a conçu. Et là, clairement, l'impact n'est pas bon. Et je pense que ce n'est pas la seule personne à avoir ce type de problème. Voilà. Et comme il faut que je continue à aller vite, mon point 9, pensez à la personnalisation. Quelque chose que je fais beaucoup, c'est travailler avec les devs souvent sur... voilà, j'ai imaginé un parcours, il y a des éléments, et là, en fait, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent être personnalisés. Et ça, en fait, c'est YesPark, quand j'avais encore une voiture. J'avais toujours le Sésame, ouvre-toi. J'ai trouvé ça trop mignon la première fois. Mais en fait, c'était 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 100 fois. Sincèrement, à la fin, on le voit plus et on le regarde même plus. Sauf qu'en fait, ça peut être aussi un autre moment pour interagir, travailler. Alors là, c'est pas le moment le plus critique de l'expérience. Là, c'est un peu du fun en vrai. Mais ça peut être intéressant. Sinon, soyez neutre, limite, si c'est pour mettre toujours le même texte. Au moins, ça pose pas de problème. Là, je vous montre un exemple qu'on connaît tous. Voilà, restaurant italien. Là, il est fermé parce que je l'ai fait en milieu de la nuit. Donc, il y a des éléments. Et en fait, moi, ce que je fais, ce qu'on fait nous, ça va être sur ces éléments, on va se dire, OK, c'est quoi les différents états? Et on va travailler chaque état et voir quelle information on affiche, à quel moment, etc. Alors, peut-être que vous le faites déjà, mais je sais qu'il y a plein de parcours où, des fois, je pensais à des éléments de personnalisation qui n'étaient pas forcément anticipés. Donc, voilà. Là, je vous montre un parcours. Éviter la confusion. Est-ce que le contenu, c'est bien? Mais des fois, ça pose problème. Là, j'ai pris Olibelly, où m'arrive des fois d'aller. Donc, je ne fais pas de promo, mais voilà. Et en fait,
Donc l'application, c'est Skipit, et c'est une application qui est censée vous aider à éviter les files d'attente. Donc au lieu d'attendre le week-end pendant des heures, en fait, vous ne faites pas la queue, vous faites votre vie, et puis vous revenez au bon moment. Donc c'est plutôt une bonne promesse. Sauf que le service a plusieurs problèmes en vrai. Là, on vous dit, et déjà vous regardez la photo, vous avez vous avez l'impression que la boutique est fermée. En fait, là, ce que vous dit là, en vrai, c'est juste que la file d'attente n'est pas ouverte. Et je vous montre juste l'écran d'après, c'est encore pire. La file d'attente de Libelli est actuellement fermée. On vous met même un smiley qui pleure, alors qu'en vrai, c'est plutôt une bonne chose pour l'utilisateur ou l'utilisatrice. Nous vous invitons à vous rendre directement devant les restaurants pour être placé. Donc là, on peut pas être... Et c'est toujours... le service est toujours comme ça aujourd'hui. Et donc, quand c'est ouvert... en fait, on vous dit ah non, là, j'ai dû me tromper. Désolé. Bon, alors j'ai mis la mauvaise image, navré. Normalement, quand c'est ouvert, il y a marqué ouvert. Donc là, parce que la file d'attente est dispo. Alors eux, ils sont trop contents, manifestement. Et l'image est modifiée. En fait, on vous lève le rideau et on vous montre les portes grandes ouvertes. Ça, c'est un exemple c'est un petit peu problématique. Heureusement, je crois qu'ils ont des habitués, donc ils savent. Et je me rappelle qu'au tout début, quand ils ont utilisé Skipit, ils expliquaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a marqué, s'il y a marqué fermé, venez directement. Enfin, ils étaient obligés de faire un tas d'explications, et le problème est toujours pas réglé. Mais voilà un exemple où le contenu clairement peut être poser pas mal de problèmes. Et je vous montre donc j'ai mis tester et tester encore. Je vous montre deux exemples. Alors c'est pas vraiment, je vous montre pas les tests, mais je vous montre des changements. Là c'est Dailymotion. Vous avez peut-être connu l'écran de gauche. Trop de personnes utilisent votre compte. Aujourd'hui, ils n'ont plus ça. Ils ont changé. Would you like to upgrade to HD? En fait, on va plutôt vous dire, voilà, en fait, au lieu de vous dire, vous avez beaucoup d'utilisateurs, ce qui est en vrai un peu passif-agressif. Et ben là, le ton, parce que en fait, leur ton c'est warm, donc chaleureux, et on essaie de vous dire avec avidité, voilà, vous pouvez passer au plan d'après. Je me rappelle, désolé, le plan c'est en anglais, mais voilà. Et je vous ai mis un autre exemple. Donc message d'erreur. Something went wrong. Et en fait, quand il y a un problème maintenant, comme leur ton c'est playful, donc là dans ce cas, et ben en fait, ils ont. Alors c'est pas que le texte, comme vous voyez, et c'est là où il faut oublier en fait que oui, nous on travaille sur. Enfin, ma partie c'est le contenu, mais en fait on travaille en équipe. Et l'idée, quand on a une voix, une personnalité, un ton, etc., c'est pas de travailler en silo, mais c'est de travailler ensemble et d'essayer de créer les bonnes expériences. Et voilà, là, le texte, il est plutôt simple. Alors, playful, en vrai, ça se joue plus sur l'image, mais voilà, c'est important, et c'est important de le montrer que c'est un travail d'équipe. Donc là, je vous ai mis juste un résumé. Ce qu'il faut retenir, mais c'est tout ce que je vous ai dit, pardon, pour le micro. Et peut-être que je vous ai mis la ref de mon livre, mais vous n'êtes pas obligé de le lire, hein, je vous ai tout dit aujourd'hui. Voilà. Et si vous avez des questions, avec plaisir pour y répondre. Merci beaucoup Gladys, c'était super. Avant la petite pause café, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe vous voir avec le micro. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. En fait, j'ai juste une question par rapport au point sur la consistance. Notamment, vous avez pris l'exemple de Shopify. Et je me demandais comment est-ce que les marques peuvent créer leur propre authenticité quand on leur donne en fait une tick box de tout ce qu'ils doivent écrire, etc. Comment concilier En fait, là, l'équipe, moi, je connais certaines personnes qui sont dans ces équipes-là, mais en fait, moi, je vais parler de ce que je fais, moi. Sur les produits sur lesquels j'ai pu travailler, en fait, je vais regarder le produit, on s'accorde s'il y a la brand, ou des fois, on fait pas du tout, on n'est pas en phase avec la voix de la marque, mais avec la voix du produit, ça arrive. Donc, on fait nos choix, on va décider un peu où on va. Ça dépend souvent de la cible et de ce qu'on veut vendre, etc. J'avais donné l'exemple de Orange dans mon livre. Orange, ils ont la voix d'Orange, ils ont Soch, qui est une variation d'Orange, et ils ont Parnasse, qui est plus pour les professionnels. Et c'est bien une marque, mais différentes voix qui sont là plus liées au produit. Donc voilà. Donc comment faire? Justement, c'est à qui on parle.
quel type de relation on a envie de faire, de créer dans ce produit-là. Et en fait, l'idée, c'est quand on va commencer à travailler sur les parcours et les tester. En fait, ce qui change tout, c'est les tests. C'est est-ce que ce qu'on a voulu poser, est-ce que déjà c'est clair et malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas des grosses équipes comme chez Facebook, qui sont 200, 300. Des fois, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Au grand max, c'est Kanto. En gros, ils vont avoir une quinzaine de personnes, ce qui est beaucoup en France, en tout cas. Mais comment on fait? C'est qu'on va documenter pour que, quelle que soit la personne qui écrive, il n'y ait pas des variations, en fait. Donc, on a besoin de documenter, de connaître très bien nos cibles, de tester avec nos cibles pour nous assurer que ça fonctionne. Et ce que fait beaucoup, je ne l'ai pas dit là, mais ce que fait beaucoup Netflix, c'est qu'une fois qu'ils ont fait tous leurs tests d'utilisabilité, qu'ils ont vu que toute la structure du flow est clean, et ben, en fait, les content designers ont un outil qui s'appelle Shakespeare. Et là, à la fin, en fait, ils commencent à faire de l'A/B test pour tester des tonalités, tester ce qui fonctionne le mieux. Mais l'A/B test, c'est vraiment après les tests d'utilisabilité, pas pour faire des dark patterns ou des choses comme ça. J'espère avoir répondu. Je vais monter. 2 secondes, j'arrive. Pardon. Wow. Merci, désolée. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour la présentation. Alors moi, ma question, c'était quand tu parlais de... quand tu t'adressais à la presse et que parfois c'était pour du grand public et parfois pour du très geek. Du coup, je voulais savoir si tu avais déjà été confronté à devoir créer du contenu pour les deux publics en même temps. Je te donne un... Sinon, je peux te donner un exemple. Mais tout le temps. Déjà, des fois, on n'avait pas le droit de changer les communiqués de presse. Donc des fois, ils étaient très techniques et ils parlaient à vraiment la minorité de journalistes. Et dans ces cas-là, en fait, souvent, si on pouvait les changer, on modifiait. En fait, ce qu'on va de manière générale faire, c'est essayer de parler. Alors, là, dans ce cas-là, je ne peux pas changer. Je peux garder la version très geek. Mais souvent, on avait un texte d'intro qui était beaucoup plus grand public. Des fois, on retravaillait complètement. Des fois, on avait un message par type de presse et de journaliste. Donc, oui, tout le temps. Mais en fait, elle va clairement pas s'intéresser à la même chose que BFM sur le même sujet. Donc, il y en a un avec lequel, oui, je vais avoir un discours plus business, je vais mettre en avant des chiffres, je vais parler marché, etc. Et l'autre, on allait parler plus bénéfices, comment ça change votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que ça vous apporte. Enfin, là, j'ai pris 2 extrêmes, mais oui, tout le temps, on changeait tout le temps. Et c'est pour ça qu'en vrai, moi, j'ai pas l'impression, j'ai changé de métier, mais il y a plein de choses de ce que je faisais avant, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Il y a une question là. Alors, il y en a trop. Après, si vous parlez fort, je crois que vous pouvez vous lever. Qui a levé la main? Ici. Alors, mets bien le micro comme ça. Comme ça, on t'entend. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vais peut-être me lever. Merci Gladys pour ta présentation. J'en avais une seule par rapport à mon expérience produit. C'est lorsqu'on est en train de... Enfin, je me pose la question de savoir est-ce que ça arrive qu'en tant que content designer, qu'il faille intervenir sur les parcours ou les expériences des autres métiers. C'est-à-dire que le support, par exemple, lorsqu'il doit accompagner les clients, on est sur un contexte B2B, par exemple, est-ce que ça peut arriver que les différents types de contenus ou les contenus par défaut qu'il faut proposer à ces clients-là, ce soit toi qui les écrives ou qui les proposes, ou qu'il faille du coup proposer des contenus qui sont en cohérence avec le contenu. Ouais, c'est une bonne question. En fait, merci pour la question, puisque clairement, je n'ai pas couvert ça aujourd'hui. En fait, moi, je dis ça tout le temps, mais le contenu n'a pas de canal. Que je sois en point de vente, je vais prendre Renault parce que j'ai travaillé sur Renault et c'était exactement ça la problématique. Moi, j'étais dans un produit bien spécifique, mais il y avait le point de vente et il y avait le site internet. Moi, j'étais sur une app et j'avais la voiture. Et par exemple, mon service était en lien direct avec la voiture, mais la voiture, c'était une autre équipe et ils avaient leur propre manière d'écrire dans le véhicule et moi, j'avais ma propre manière d'écrire et on n'avait clairement pas le même vocabulaire, ce qui est problématique puisque une personne
qui utilise un produit, elle se dit pas ah, attends, là c'est une autre équipe et là on me parle différemment. Non, elle se dit en fait elle se dit c'est quoi ce joyeux bordel, je comprends rien. Pourquoi on me dit pas la même chose? Est-ce que c'est bien sur ça que je dois appuyer? Enfin voilà. Donc oui, quand l'expérience si on veut créer une expérience cohérente en tout cas, en fait c'est là où on rentre dans du design de service en vrai, mais on va devoir travailler. C'est pas moi, j'ai déjà aussi travaillé avec le CRM, par exemple, sur des mails. Au lieu de refaire des mails, on me disait oui, il faut faire des mails. J'ai dit, oui, on va déjà regarder. On a tout posé, on a tout mappé. On s'est dit, OK, là, c'est plus un push-up, là, c'est plus un email, etc. Et il y a plein de moments où on a dit, ben non, en fait, là, ça sert à rien. Et peut-être qu'un email existe déjà dans un autre service. Donc, là, le sujet, c'est pas d'aller, là, il y a de la diplomatie à faire un peu, mais c'est aller voir ce service, dire voilà, on a telle problématique, ou comment on peut s'harmoniser. Donc ça, c'est quand on a une expérience globale, essayer d'harmoniser au maximum pour travailler ensemble, voir là où on peut s'entendre ou pas, essayer de trouver un compromis. Et puis il y a des moments, là comme là sur mes histoires de mails, j'ai vu le CRM, ils nous ont présenté tout leur parcours. On a dit ok, peut-être que au lieu d'écrire un mail, on peut juste faire un encart dans votre mail. Et on a un peu rafraîchi le mail au passage, c'était cool. Et on a travaillé ensemble. C'était pas une équipe qui impose à l'autre, sachant qu'en plus c'était chez eux. Donc moi j'ai tout intérêt que ça fonctionne. Eux ils ont tout intérêt à ce que l'expérience soit bien aussi. Mais je peux pas imposer à une autre équipe. Par contre, on a tout intérêt à travailler ensemble, même avec la localisation dont j'ai pas parlé. On n'est pas traducteur, même s'il y a des équipes qui sont encore structurées comme ça, mais on n'est pas traducteur et c'est important de travailler avec les équipes de localisation qui ont plein de data à nous remonter. Donc j'ai répondu à ta question. Merci. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Il y en a deux. Après, si on n'a pas le temps de prendre toutes les questions, il y a le temps de pause café. Je pense que Gladys va se réjouir de répondre à vos questions pendant... Pardon, je vais te donner un coup de pied. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je voulais savoir si tu empruntais ou si tu pensais, consciemment ou pas, à des outils type storytelling et tout ça. L'utilisateur est un héros, il essaye d'accomplir un truc. Là, désolé, je n'étais pas là pour faire ma promo, mais dans mon livre, j'ai une partie sur le storytelling où on parle, où je parle d'outils qui existent. Il y a plein d'outils que j'ai pris chez les copywriters, en tout cas, il y a les noms, hein, et vous avez les sources si vous voulez aller plus loin, mais il y a un framework que vous pouvez trouver gratuitement qui s'appelle StoryBrand. J'adore. Et des fois, j'utilise pour essayer de fixer quelle est notre posture, comment on fonctionne, etc. Donc, StoryBrand, moi, j'aime bien. Et il y a un livre, si vous avez envie de le lire, où il y a toute l'explication de comment l'utiliser à plein de niveaux. Voilà. Et en tout cas, j'explique dans mon livre. Mais clairement, en fait, on dit tout le temps, on n'est pas copywriter. Et clairement, on n'est pas copywriter. Mais par contre, on a tous, que ce soit... Moi, je vais chercher des choses, notamment sur la hiérarchie de l'information, chez les gens qui écrivent de la série. Je vais chercher des choses chez les gens du jeu vidéo. Je vais chercher des choses chez les copywriters. Et en fait, on a tous, chez les rédacteurs, on est en vrai tous on est tous designers, on se comprend. Hein. On fait pas des interfaces, mais en fait, on va commencer à structurer des histoires. Et tout à l'heure, on parlait de guidelines, tout ça. Si on prend juste, moi, c'est une des analogies, en tout cas, pour aider les gens à comprendre ce que je raconte. Sur la hiérarchie de l'information, je dis, et sur les guidelines, tout à l'heure, je parlais stratégie. Grey's Anatomy, vous avez le pilote. Mais en fait, pour que Grey's Anatomy fonctionne sur X saisons, faut avoir créé des guidelines, s'assurer que les personnages reviennent, soient structurés, qu'on retrouve, que la structure de l'histoire soit un peu la même si des éléments dans l'histoire vont changer. Pour moi, un parcours, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que j'ai peut-être mon parcours de base, mais à chaque fois que je vais rajouter des éléments dans mon parcours, en fait, il faut que tout soit cohérent. C'est pas on part dans une autre direction, parce qu'en fait, ça colle pas et on perd les gens. Donc, oui, voilà. Mais et juste quand je parle, StoryBrand, ouais, moi en tout cas j'aime bien celui-là. Mais il y en a d'autres. On prend la dernière ou pas? Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Une dernière question, c'était par là-bas. Salut Gladys, merci beaucoup. C'est Maria, hein, c'est oui, ça? Oui, c'est ça, exactement. Une question plus sur l'impact et comment nous, on peut vendre ça aussi aux partenaires autres qu'en TPM. Comment tu mesures l'impact que tu as créé, sur combien de temps? Est-ce qu'on doit l'intégrer forcément dans l'équipe? Et quels sont les premiers pas qu'on peut faire pour intégrer ce super métier dans nos équipes?
moi, pour moi, et c'est là où je reviens toujours sur le fait qu'on est UX. Moi, je fais de la recherche. Pour moi, aujourd'hui, la seule mesure, c'est de faire de la recherche, faire des tests et que, comme je dis, test d'utilisabilité, test A/B test. Il y a plein de gens qui ont vraiment ces outils dans leurs équipes. Alors, moi, j'ai pas vu ça en France, hein, mais Booking, plein d'acteurs. Je disais Shakespeare chez Netflix. Il y en a plein qui ont des outils d'A/B test et qui, une fois que tout est calé, allez, on va tester des versions, on va voir l'impact, etc. Donc, il y a ça, même si l'A/B test vous dit pas pourquoi. C'est pour ça que les tests d'utilisabilité sont importants avant. Après, tu parles d'impact. Moi, je me rappelle aussi. Des fois sur des tests utilisateurs, c'est important. Je me rappelle d'un des designers avec lequel je travaillais dit oui, on va prendre. En fait, j'ai préparé une maquette, comme ça, s'il y a un problème, ben, c'est pas grave, tu prends la maquette. J'ai dit non. Moi, s'il y a un problème, je veux tester la frustration. Je veux savoir ce qui agace la personne. Je veux savoir si le texte, le message d'erreur qui est écrit là, est-ce qu'il aide ou est-ce qu'il crée encore plus de frustration. Et c'était intéressant parce que quand les problèmes sont arrivés, on a eu 2 personnes qui ont eu des soucis. Moi, j'étais pas la personne qui a fait ces messages. Et j'avais beaucoup de mal à changer le fait qu'il ne faut pas mettre des messages génériques. Là, j'ai remonté énormément de feedback utilisateurs, utilisatrices. Et en fait, c'est là où on a pu expliquer qu'il fallait changer les choses. Mais je sais que quand on rentre dans le « Ah, j'aime bien ce mot. Ah, non », sincèrement, en fait, en général, ça ne sert à rien. Ça n'aide pas le produit. Et en fait, l'impact, il n'est pas là. Il n'est pas dans nos avis perso, ni le mien d'ailleurs. Il est dans comment j'ai construit mon parcours et est-ce que réellement, à la fin, ça marche. Voilà. Donc, moi, j'ai pas inventé quoi que ce soit, mais ce qui est déjà là fonctionne bien quand on le fait. Merci Gladys, merci beaucoup. Merci.